Bonjour à tous, merci pour cette invitation et je vais commencer par une introduction avec beaucoup de diapos, mais je vais passer très rapidement parce que, comme Jörg l'a rappelé, c'est bien d'avoir le contexte et donc d'expliquer un peu d'historique, de contexte général avant d'arriver au sujet de l'intervention. Merci beaucoup à la CGE, au groupe de travail langue, de nous inviter à pouvoir présenter les évolutions des référentiels de la CTI. Je voulais quand même, surtout par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe, quand même commencer par une introduction sur le contexte européen. La CTI est solidement ancrée dans cette Europe et je voulais quand même et également présenter succinctement la CTI parce que comme enseignant de langue, on n'est pas toujours impliqué vraiment avec l'établissement quand il y a des phases d'évaluation. Pour juste rappeler quelques règles générales avant de parler de REO, donc c'est le supérieur et pour les agences comme la CTI ou le HCRS, il y a une référence, ce sont les ESG. Tout le monde connaît le processus de Bologne maintenant. Dommage d'un côté marketing pour la France, puisque ça a bien commencé à Paris et à la Sorbonne, et tout le monde dit Bologne maintenant. Donc tant mieux pour nos créer les ESG. Donc vous savez lire, c'est des références pour la qualité dans l'enseignement supérieur. Et on a créé aussi un registre écart où seules les agences dont les pratiques sont conformes aux ESG ont le droit d'être inscrites. Et aujourd'hui en France, il y a deux agences, donc le HCRS et la CTI, qui sont inscrites dans le registre écart. Et nos propres référentiels se basent sur les ESG. Il faut qu'on soit conforme à ces points communs européens. La première partie peut être intéressante pour les établissements. Ça concerne vraiment les établissements et comment un établissement d'enseignement supérieur doit organiser son assurance qualité interne. La deuxième partie vous intéresse moins, c'est comment les agences évaluent les établissements. Et la troisième partie, c'est comment les agences elles-mêmes sont évaluées. Donc la CTI est en plein processus actuellement, elle-même, par une association européenne qui vérifie que nous respectons bien les ESG. Donc pour les établissements, ça peut être intéressant de lire la première partie, c'est très simple, il y a des critères et des normes. Une des plus anciennes agences dans le monde, je dirais. Je crois qu'en Europe, il y a une agence anglaise qui a été créée avant. La composition est unique. On vient de nous le répéter lors de l'évaluation externe. Il y a 32 membres, dont la moitié viennent du monde académique. C'est des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques. Et l'autre moitié vient du monde des entreprises. Les 16 membres du collège socio-économique sont divisés, la moitié viennent du patronat et l'autre moitié des associations et syndicats qui emploient des ingénieurs. Ce qui fait que la CTI a une bonne vision complète des compétences attendues d'un ingénieur, à la fois de la part des académiques et de la part de ceux qui embauchent
et ceux des ingénieurs et ceux qui gèrent des entreprises avec des ingénieurs. On a aussi, avec ça, beaucoup d'experts nationaux, internationaux, des experts élèves ingénieurs. On a des chargés de mission. Je salue Eugenia Yamas dans la salle, qui est une de nos chargées de mission pour les relations internationales. La CTI. La première, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est qu'on évalue des formations d'ingénieurs en France. C'est une obligation pour être accrédité. C'est ensuite le ministère de tutelle de l'établissement qui prononce l'accréditation sur l'avis de la CTI. Et pour les écoles privées, c'est une décision de la CTI. Mais c'est une obligation si on veut être accrédité. Évidemment, on peut aussi délivrer un diplôme d'établissement qui n'a aucune accréditation. On fait la même chose, mais c'est évidemment sur demande et avec l'accord des autorités des pays concernés, des accréditations à l'étranger. Et le 3 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que la CTI, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, c'est la CTI qui définit le profil de l'ingénieur et qui fixe les références et orientations. Ça ne vient pas d'en haut, ce n'est pas une instance gouvernementale ou un ordre des ingénieurs, etc., qui va définir ce qu'est qu'un ingénieur. Donc c'est la CTI qui fait ça elle-même. Après, on est consulté, comme en France, ce qui est une exception aussi, il n'y a pas d'ordre des ingénieurs en France, contrairement à d'autres pays. Donc on est très souvent consulté pour toute question qui touche à la formation ou au métier de l'ingénieur. On fait beaucoup d'activités pour soutenir la reconnaissance du titre d'ingénieur diplômé français. Et justement, au colloque de février de la CTI, on a annoncé, on vient de signer un accord avec l'Ordre des ingénieurs australiens qui stipule qu'un diplôme d'ingénieur français est au niveau 9 de certification, de qualification en Australie, et c'est le niveau juste avant le doctorat, comme en France. Donc c'est une belle étape de reconnaissance et ça permettra aux mobilités professionnelles des diplômés français de pouvoir s'inscrire d'office à l'ordre des ingénieurs en Australie sans passer d'école qui est passé dans nos locaux et une nouvelle collègue qu'on vient d'embaucher m'a dit « Oh là là, les écoles, ils ont peur de vous ». J'ai dit peut-être pas peur, mais ce qui peut faire peur, c'est que l'avis de la CTI en donne une durée qui est variable selon la qualité de ce qu'on a vu, entendu, lu. On peut avoir une durée maximale d'accréditation de 5 ans, donc on revient périodiquement tous les 5 ans. Quand il y a des choses qui vont moins bien, c'est 3 ans, voire 2 ans, et vraiment tous les voyants sont au rouge quand on a une accréditation d'une année. En général, d'ailleurs, c'est en dialoguant avec l'école, c'est parfois aussi des
Donc vous voyez le logo du label Sequint et je laisse à notre collègue des mines de Saint-Étienne la parole pour le référentiel de la CTI. Donc vous avez le livre 1 qui peut vous intéresser. On décrit les critères majeurs pour une accréditation. Et le livre 2 est un guide pour l'auto-évaluation. Le guide n'est pas du tout obligatoire. Il donne vraiment un outil pour les établissements quand ils remplissent le dossier. Et il contient beaucoup de détails. Il est beaucoup plus détaillé que le livre 1. Et ça peut être très utile comme guide pour lire ce qu'on attend dans tel et tel chapitre. Et à la fin de la présentation, je vous donne le on a mis toutes les analyses transversales des communications, des interventions de beaucoup de gens de la CTI, autour de la CTI. Et il y a des articles intéressants dans tout domaine. Et on met périodiquement à jour le référentiel. Donc la dernière version date de 2016. Il est en cours actuellement, évidemment. Donc les écoles de la campagne 2018-2019, leur référence, c'est l'édition de 2016. Des agences européennes qui ont créé le label Sequint, on a dit on va quand même faire attention que dans notre propre référentiel français, on respecte plus ou moins le Sequint, même si Sequint est plus ambitieux que la CTI, parce que c'est spécifique sur l'internationalisation. Mais on regarde, il faut une stratégie de l'ouverture internationale, il faut que l'organisation permette de mettre en œuvre la stratégie. Parce que pour l'avoir vécu, c'est facile d'être très ambitieux et d'avoir une super politique internationale, mais qui va mettre en œuvre la stratégie? Est-ce qu'il y a de quoi le mener à bien? Il faut des partenariats solides internationaux. Est-ce que l'école participe à des projets internationaux européens, Erasmus, recherche, formation, etc. Est-ce qu'il y a des mobilités entrantes et sortantes et quelle est la qualité de ces mobilités? Et évidemment, nous, on regarde les formations d'ingénieurs, quel est l'impact de va être vraiment apprendre à travailler, à évoluer dans un contexte multiculturel, interculturel, linguistique. Il faut qu'il ait des capacités à travailler dans un monde international. La CTI demande 14 compétences génériques attendues à la fin d'une formation d'ingénieur. À cela se rajoutent des compétences spécifiques selon les spécialités, selon les écoles, etc. Et on peut les grouper dans 3 grands thèmes. Donc, il y a tout l'aspect scientifique et technique, il y a 6 compétences. Et il y a l'adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société. On forme des jeunes qui s'intègrent dans des sociétés et dans la société et dans les entreprises. Et il faut savoir organiser
Et il faut avoir du savoir-vivre, du savoir-être et savoir communiquer avec des gens différents. Et pour moi, je les ai mis en orange et en gras, ces 8 compétences-là, les langues contribuent bien, pour moi, à ces compétences-là. Au-delà, on apprend l'anglais, oui, on devient bilingue en anglais peut-être. Commande un semestre de mobilité internationale sur la durée du cycle ingénieur, les 3 années finales du cycle ingénieur. Ça peut être des stages ou des études, et c'est une durée cumulée. Donc on peut faire 2 stages de 3 mois, par exemple. Ça n'a pas changé. C'est pas une obligation, mais si ce n'est pas le cas, on va faire une recommandation, ce qui n'est pas grave en soi non plus. Et en général, la règle, elle reste, c'est que dans le cadre des doubles diplômes, des mobilités académiques, on demande qu'un étudiant étranger, par exemple, qui vient en double diplôme, doit rester 3 semestres dans les murs de l'école pour obtenir le diplôme de cette école française. Et donc on ne peut pas avoir, par exemple, un programme où on accueille des étudiants 1 an en cours et puis ils retournent dans leur pays finir le cursus. En revanche, dans la version 2019, on a assoupli cela dans le cadre de diplômes vraiment conjoints, co-construits, où vraiment, même quand l'étudiant Alors maintenant, on est devenu plus exigeant en matière de langue et on remercie l'UPLEGES et York d'avoir contribué à nos réflexions. Donc il y a un groupe de travail de la CTI qui fait évoluer REO et on a donc bénéficié de l'apport d'UPLEGES et de York en particulier. Donc comme avant, l'anglais reste obligatoire. Il faut qu'un jeune qui sort d'une formation d'ingénieur française maîtrise l'anglais. Le français langue étrangère est obligatoire pour les étudiants étrangers qui ne sont pas francophones, soit d'un pays pas francophone, soit qui n'ont pas fait de scolarité dans un lycée français, etc. On incite les écoles à mettre en place une 3e langue. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui à enseigner une 3e langue, mais on estime que ça peut être très positif selon le projet pédagogique de l'école. Et on a rajouté une notion de maîtrise du français pour les Français. Je crois que tout le monde est conscient de certains élèves à la sortie d'école et de la qualité
Ça n'a pas changé. Le niveau C1 est souhaitable, le B2 est obligatoire dans toutes les compétences. Je reviendrai là-dessus. Le français langue étrangère est obligatoire donc pour les non-francophones au niveau B2. Alors, il y a une exception. Il y a des formations où les cours sont essentiellement en anglais. Et là, on dit ils n'ont pas de cours en français toute la journée, donc le niveau B1 est acceptable. Et on insiste, au-delà, vous connaissez le problème du bachotage. On ne réfléchit pas, je veux apprendre l'anglais pour communiquer en anglais. Non, je veux obtenir le... Donc il faut valider des compétences à l'oral, à l'écrit, l'interaction, la production, la compréhension et la médiation. Vous savez que dans le cadre européen, on a ce nouvel élément, la médiation. Donc à la sortie de l'école, les élèves doivent avoir validé des compétences, au moins au niveau B2 par exemple en anglais, dans toutes ces 4 activités, avec un mélange d'évaluation externe. Il faut qu'une partie des compétences soit validée par un test externe et une partie peut être évaluée en interne. Notamment, on recommande par des mises en situation de compétences professionnelles. Ça peut être lors d'un stage, ça peut être à l'école, dans des activités. L'idée, c'est qu'on enlève quand même un petit peu aux enseignants de langue la pression. Vous connaissez très bien les élèves en petits groupes, et combien de fois on entend c'est à cause de vous que j'ai raté mon UE, parce que vous m'avez pas mis 11, mais 10, etc. Donc pour enlever toute cette pression-là, on garde une certification externe pour une partie des compétences. C'est indiscutable, on peut faire pression sur personne puisque c'est un texte objectif externe. Mais on peut aussi faire confiance aux enseignants de langue et dire une certaine compétence sont validées en interne. Et ce qui est important, il faut une délibération qui était publique sur notre site, mais peu visible. Maintenant, on l'a intégrée dans notre référentiel. Il y a les élèves, et beaucoup d'écoles nous posent des questions régulièrement en situation de handicap. Il y a beaucoup de situations de handicap différents. Il y a des problèmes d'entendre d'ouïe, il y a des problèmes d'expression, il y a des problèmes à l'écrit. Donc, l'école est libre d'adapter. Donc, l'idéal, c'est d'identifier les besoins dès le début de la scolarité, et dès le début de l'entrée de l'élève à l'école, on met en place un contrat d'adaptation pour son cas spécifique. Et à l'école, de définir les objectifs atteignables, les compétences visées, avec un cursus individualisé forcément, et une méthode adaptée. Écoutez, et vous voyez le cheminement. Donc il y a le site de la CTI, il y a en haut le bandeau des chapitres, il y a documents et références.
Vous allez dans critères et procédures de la CTI, REO livre 1, critères majeurs, qui est en ligne. Vous pouvez cliquer en ligne sur différents chapitres. Et ce qui est intéressant, c'est le livre 2, qui actuellement, il est encore en cours d'adaptation, donc il est téléchargeable. Si vous cliquez dessus, il ne va pas apparaître à l'écran, mais il est téléchargé en PDF. Et c'est les chapitres C4, 4 pour l'international et C4, 4.2 pour les langues, où vous avez beaucoup de détails sur ce qui est attendu d'une formation d'ingénieur. Voilà. Merci.